Nous voilà en direct. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition d'un webinaire Campus Matin, réseau des INSPE. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur, un terme régulièrement utilisé, mis en avant, mais qu'en est-il dans la réalité et surtout qu'implique la mise en œuvre de cette démarche, à la fois liée à la pratique pédagogique et à des enjeux de certification. Nous allons pouvoir répondre à ces questions et surtout à vos questions, et vous êtes nombreux à vous être inscrits, donc j'imagine que vous en avez des questions, avec 4 invités qui nous font l'amitié et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et que je vais vous présenter sans ordre et sans protocole. Nous avons avec nous Fabien Schneider. Fabien, vous êtes directeur de l'INSPE de Lorraine. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Sophie Kennel est avec nous également. Bonjour Sophie, je vous présente brièvement. Vous êtes vice-présidente déléguée à la transformation pédagogique de l'Université de Strasbourg. Vous y dirigez aussi l'Institut de développement et d'innovation pédagogique, connu aussi par son acronyme l'IDIP. Bonjour Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Line Frangier, je continue avec vous. Vous êtes la directrice du département d'évaluation des formations du HCERS. Bonjour Line. Bonjour à tous et à toutes. Et pour finir, Xavier Sens, qui est le vice-président évaluation de l'association des directeurs d'IUT et directeur de l'IUT de Paris. Bonjour Xavier. Bonjour à toutes et tous. Voilà, alors vous êtes très nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. N'hésitez pas à vous exprimer dans le petit chat à cet effet, à nous dire d'où vous nous écoutez aussi. On sera ravis d'échanger avec vous. Et très vite, en fonction de ce que nous disent nos intervenants, à poser vos questions. Je les relayerai régulièrement tout au long de l'échange, de manière à ce que vous repartiez avec le plus de réponses possibles. Voilà, nous allons démarrer maintenant le fond du sujet, et c'est à Sophie Kennel que revient la lourde charge un petit peu de nous cadrer le sujet. En quelques mots, le b.a.-ba finalement de l'approche par compétence, de l'approche compétence. Sophie, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair ? Je vais essayer en tout cas, merci Théo, et c'est vrai qu'en 5 minutes, faire le b.a.-ba de l'approche par compétence, ça va être un petit peu difficile, mais je dirais déjà que l'approche par compétence, c'est une méthode de conception des programmes de formation, une méthode de mise en œuvre, de modalité de mise en œuvre de cette formation ou de ces formations, et c'est aussi une méthode d'évaluation et de certification des compétences que devront développer les étudiants ou que doivent développer les étudiants pour leur insertion professionnelle et sociale et leur développement tout au long de la vie. Donc évidemment, ça s'articule autour de la compétence, c'est le noyau bien évidemment, et on sait qu'il y a débat sur la question des compétences, mais pour aller un petit peu rapidement, je dirais que la compétence, là, on peut l'entendre comme le fait Jacques Tardif sur l'idée que c'est effectivement un savoir-agir complexe, et c'est important de dire que c'est un savoir-agir complexe parce que ce n'est pas juste une activité, juste une tâche, quelque chose de plus ambitieux que cela. Et ce n'est pas juste une juxtaposition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Il s'agit donc bien, dans l'approche par compétence, d'aligner les objectifs de notre formation, les modalités mises en œuvre, on l'a dit, et de certification. Et pour cela, on va définir les compétences qu'on vise dans le programme de formation, alors souvent dans le référentiel de formation. On va élaborer un programme pour cette formation en veillant toujours à permettre aux étudiants de développer ces compétences. Les compétences qu'on a visées, ça va toujours être bien centré sur l'étudiant et sur les apprentissages des étudiants. Voilà. Et on va ensuite mettre en place des méthodes pédagogiques. En général, ce sont plutôt des pédagogies dites actives qui vont mettre l'étudiant en activité, logiquement, et aussi des modalités d'évaluation. Et on va souvent bien articuler modalités pédagogiques et modalités d'évaluation et de certification. Et pour cela, on va s'appuyer tout autant que possible sur des situations réelles, d'exercices, d'activités, ou tout au moins des situations, on va dire, qu'on appellera le plus authentique possible, voilà, qui vont permettre à la fois d'apprendre pour l'étudiant et d'être évalué et de certifié. L'approche par compétence, en fait, certains nous disent encore aujourd'hui, mais c'est has-been, c'est ancien, c'est vieux, c'est dépassé, l'approche par compétence. Oui, quand on a pu la mettre en place ou quand elle est effectivement suffisamment intégrée dans l'approche qu'on a de nos formations pour que ce ne soit plus une question.
en tout cas plus une question de principe, ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui dans d'autres pays, et notamment dans les pays nord-américains, où effectivement, dès les années 60, on a travaillé ces questions-là. Je dirais qu'en Europe, elle nous arrive plutôt du cadre réglementaire du processus de Bologne et puis des textes réglementaires, notamment en France, qui sont arrivés et elle figure depuis l'arrêté licence, par exemple, depuis déjà 2011. Donc, c'est vrai que l'approche par compétences en France est quelque chose de plus récent, on va dire, je ne sais pas si on doit dire plus récent ou en tout cas peut-être plus long, hein, mais que je dirais aussi que nous avons aujourd'hui, depuis un certain temps, une conjoncture de dynamique favorable au développement de l'approche par compétences. Et je citerai d'un côté tout ce qui est autour des arrêtés qui cadrent les diplômes et qui renforcent finalement ce cadrage des diplômes. Je parlerai aussi de la récente réforme de la formation professionnelle et d'autres dynamiques autour de la réglementation. Je pense par exemple à l'affiche du répertoire national des certifications professionnelles du doctorat. Donc on va jusqu'au doctorat hein, de ce point de vue-là. Je pense à la réforme du bachelor universitaire de technologie dont va parler Xavier Sens tout à l'heure, des réformes des INSPE aussi, qui sont des occasions pour cela. Et je parlerai aussi, mais je prépare peut-être les interventions de mes camarades, de l'évolution des attendus du Haut Comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, du HCERS, qui aussi donne des cadres. Alors je dirais peut-être que l'ensemble fixe à la fois des cadres, mais aussi des objectifs et des attendus pour l'évaluation qui nous incite, on va le dire comme ça, à développer l'approche par compétences. Et d'un autre côté, on a quand même, en dehors de ces cadres, on a aussi des soutiens qui nous permettent de la mettre en œuvre. Je pense là, je vais citer les appels à projets, et pour ceux qui connaissent les appels à projets du PIA sur les nouveaux cursus universitaires, qui ont créé une forte dynamique, donné des moyens d'action, et je dirais aussi des moyens humains, et créé une forte dynamique autour de l'approche par compétences, et ont permis et permettent, et vont permettre encore plus, je pense, un accompagnement indispensable à la transformation et à l'intégration de l'approche par compétences. Pour finir, je pointerai quand même quelques freins et quelques atouts, bien sûr. Il nous reste un débat conceptuel sur l'approche par compétences qui, à mon avis, a quand même freiné et bloqué les avancées, notamment sur cette notion d'approche de compétences, sur l'existence ou pas des compétences transversales, hein, qui existent pourtant dans les fichiers NCP. Un débat idéologique qui reste aussi parmi certains nombres de nos collègues sur le rôle de l'université dans la professionnalisation, la crainte de ce qu'on appelle l'adéquationnisme, de la soumission de la formation académique à des exigences économiques, mais aussi des freins peut-être à travailler plus profondément sur les méthodes, les méthodes en particulier aussi, l'articulation et la cohérence entre ce qu'on appelle les modèles pédagogiques théoriques, je pense à au modèle de Marianne Poumé, François Georges, de Jean-Claude Coulet, par exemple, qui proposent effectivement des modèles certes théoriques, mais applicables, et les modèles réglementaires où on a encore parfois du mal à jouer avec la notion de bloc de compétences, avec l'isolement des compétences transversales, comme je le disais tout à l'heure, qui sont parfois difficiles à concilier. En tout cas, ça veut dire que l'accompagnement, l'action doivent s'articuler avec ces différents cadres et qu'il faut agir pour nous à tous les niveaux, depuis les pratiques pédagogiques de chaque enseignant jusqu'au pilotage de l'établissement, j'allais dire, voire de la nation. Alors peut-être Sophie, un petit merci hein, Sophie, c'est un lancement parfait. Vous avez balayé effectivement tous les points, peut-être d'autres d'ailleurs qui n'ont pas été évoqués, mais enfin il y a pas mal de choses qu'on va revoir plus dans le détail. Justement, vous disiez le lien entre la pratique et le pilotage. Vous avez aussi cette vice-présidence à l'Université de Strasbourg. Est-ce que si on prend voilà, juste en exemple un peu un état des lieux à Strasbourg, puis si vous avez d'autres éléments pour nous dire où on en est en France, hein, mais aujourd'hui, cette démarche, elle est appliquée par qui, par quelle part des diplômes ou des composantes, je ne sais pas comment on peut décompter ça. Alors, pour citer l'exemple, alors ça me permet de dire quelque chose, c'est difficile d'évaluer le niveau d'avancée de l'approche par compétences, parce que dans ce que je disais tout à l'heure, un peu les trois, définir les compétences, élaborer le programme, aller jusqu'à l'évaluation, il faudrait pouvoir chaque fois évaluer le niveau d'avancée en fonction de ces niveaux qui sont un peu fixés, bon, il y a des modèles qui ne sont pas simples. À Strasbourg, on a, je dirais, alors je ne veux pas voter en touche, mais on est vraiment avancé sur la culture qui se développe sur l'approche par compétences. Donc, alors on est aussi dans la VAC C, donc ça y est, nous on part pour l'évaluation avec Lynn Frangier et toute l'équipe de la HCERS, donc on part là-dessus, donc on est vraiment, je pense qu'on est prêt à aller beaucoup plus loin. Dans la dernière accréditation, on est, je dirais, c'est pas cosmétique, mais on a
vraiment commencer à changer la culture, définir les compétences visées par le diplôme, commencer à mettre en place des pratiques pédagogiques qui favorisent le développement des compétences, mais peut-être pas, on n'est pas allé au bout de la démarche. Aujourd'hui, et je pense que c'est ce que je disais, la mise en place du BUT va servir vraiment de démonstrateur pour ça, d'exemple de modèle, je nous le souhaite à tous, et on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la mise en pratique. Mais si je suis tout à fait honnête, je ne pense pas qu'on soit un modèle d'université qui a mis en place l'approche par compétences. Peu de diplômes complets sur l'approche par compétences tout de même, mais je dirais une culture qui s'est bien développée. Bon, on va essayer de comprendre justement comment ça peut aller plus loin. Et comme vous le disiez, entre les INSPE et les IUT autour de cette table ronde virtuelle, on va avoir des exemples qui vont nous permettre d'aller plus en profondeur. Merci Sophie. N'hésitez pas à nous faire signe. On vous redonne la parole tout à l'heure. Mais si vous avez des compléments à apporter sur ce qui va se dire dans les prochaines minutes. Line Frangier, je me tourne virtuellement vers vous et je vous projette à l'écran. Donc, Sophie nous a quasiment fait la transition. Hein, le HCERS attaque la vague C d'évaluation. Et alors, il faut le dire aussi, vous avez été vice-présidente d'université à Lille. Donc, il n'y a pas si longtemps, vous étiez dans ces problématiques d'approche compétences. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire comment vous voyez ce sujet et la manière dont il faut le prendre pour que ça bouge dans les universités? Alors, merci beaucoup, et en particulier à Sophie qui a très bien planté le décor de la problématique que nous avons à la fois dans les établissements et puis au niveau national quand il s'agit d'évaluer les formations. Je voudrais revenir pour commencer sur quelques points que Sophie a abordés rapidement. Je pense que l'une des difficultés ou l'un des écueils que nous avons sur l'approche par compétences, c'est qu'elle a deux enjeux importants. Un enjeu qui est lié à la formation tout au long de la vie, qui a été assez tôt pris en charge en France, à la fois par les textes réglementaires et par les attentes d'évaluation, par exemple, à travers différents textes réglementaires, à travers notamment les fiches RNCP. Et puis un deuxième enjeu pédagogique, qui est lié à la structuration des programmes, qui fait intervenir pas simplement l'approche par compétences, mais l'approche programme que Sophie a évoqué aussi, et sur lequel nous sommes plus en retard en France avec différents freins, qui fait que si cette approche est prévue dans les textes réglementaires depuis maintenant près de 20 ans, et si on a commencé par exemple à travers le HCERS à avoir des attentes sur l'évaluation de la mise en œuvre de cette approche par compétences, on voit que 20 ans plus tard, on est encore dans une approche titubante. Et je pense que l'enjeu maintenant, si nous voulons avancer et puis ne pas être dans la logique de dire c'est à la fois un sujet ancien, mais c'est encore un sujet qui est très embryonnaire, il faut pouvoir voir comment on peut concilier davantage ces enjeux pédagogiques avec ces enjeux FTLV. Parce que cette opposition entre les deux a fait qu'on a pendant 20 ans, et on le voit à travers les évaluations, opposé par exemple la formation initiale qui n'aurait pas été concernée par l'approche par compétences à la formation continue qui devrait l'être, les formations professionnalisantes, les licences professionnelles, certains masters ou les DUT, les formations d'ingénieurs qui auraient été plus concernées par cette question que d'autres. Et pour tout vous dire, si on regarde les différents rapports d'évaluation que nous avons au fil des vagues, si je prends par exemple ce que nous avions les 3 dernières vagues, la vague E, donc la région parisienne et le nord de la France, la vague A, le sud de la France, et la vague B qui est l'ouest de la France, nous voyons des phrases qui vont revenir systématiquement en disant l'approche par compétence n'est pas encore mise en œuvre, l'approche par compétence commence à être mise en œuvre, telle formation s'y engage, mais sans que l'on sache ce qu'il y a derrière. Et je pense que l'un des freins que nous avons, c'est que nous n'avons pas, en France, mis en place des approches programmes pour différents freins que Sophie a évoqués aussi, à la fois le fait qu'il y a une liberté académique qui souvent s'oppose à le fonctionnement en équipe pédagogique, qu'il y a aussi un manque, par exemple, d'articulation des diplômes avec la définition d'un profil de diplômés à l'entrée et à la sortie. Quelles sont les compétences attendues à l'entrée d'un diplôme? Quelles sont les compétences attendues à la fin d'un diplôme? Mais aussi sur l'ensemble d'un cursus, à l'entrée du premier cycle, du deuxième cycle et du troisième cycle. Et puis, à partir de là, quel est le référentiel de compétences qu'une formation développe? Et c'est là où il y a en général
une certaine dichotomie, parce que souvent, ce travail a été fait, par exemple, à travers les fiches RNCP, mais la grande étape à franchir et qui est la plus difficile, c'est comment ce référentiel se traduit dans l'offre de formation pour avoir ce qu'on appelle des maquettes structurées en blocs de connaissances et de compétences, et ensuite une évaluation par compétences. Et je pense que l'un des freins à ce passage de l'élaboration des référentiels à la mise en œuvre de l'approche par compétences dans les formations, c'est qu'on a souvent opposé aussi certification et diplomation. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'à des fins de certification, il faut créer des blocs de compétences pour la formation professionnelle, mais que les diplômes pouvaient, eux, rester organisés en connaissances et en compétences. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'en France, on a une logique de diplômite, si je peux utiliser le terme, dans le sens où on veut créer une corrélation directe entre les diplômes et les métiers exercés. Alors que si on était dans une logique de compétences à acquérir qui sont transférables, quels que soient les métiers occupés, ce qui existe par exemple dans les pays anglo-saxons, c'est pour ça que les États-Unis ont pu avancer davantage sur cette question, ou la Grande-Bretagne, on pourrait plus facilement avancer là-dessus. Donc pour moi aujourd'hui, le frein majeur, il est dans cette bascule entre des référentiels de compétences qui devraient pouvoir être traduits dans des blocs de connaissances et de compétences dans les maquettes de formation, pour Alors, ensuite Lynn, à l'évaluation. Oui. Lynn, un point de vocabulaire, puisque vous avez insisté sur le terme d'approche programme. Expliquez-nous exactement ce que vous entendez par là pour que ce soit bien clair. Alors, j'entends par là, comme préalable à l'approche par compétence, de d'abord pouvoir définir le profil général des étudiants à l'entrée et à la sortie du diplôme. Ensuite, pouvoir préciser les objectifs qu'il faut atteindre dans le cadre des enseignements, les champs disciplinaires qui vont contribuer à ces objectifs-là, donc à ces compétences, et puis le programme qui se construit entre les membres de l'équipe pédagogique, de manière à ce que les programmes soient homogènes, qu'ils soient lisibles, que l'offre de formation du diplôme soit pilotée dans son ensemble et qu'il y ait un travail cohérent entre les responsables de l'équipe pédagogique. Aujourd'hui, l'une des problématiques que nous avons, c'est qu'il peut ne pas y avoir alignement pédagogique entre les objectifs qui ont été visés, entre les contenus de formation qui sont mis en œuvre, les méthodes pédagogiques qui sont utilisées et les méthodes d'évaluation. D'ailleurs, la crise sanitaire a vraiment mis ça en exergue. Quand on a eu des difficultés de passage à distance, c'est quand on n'avait pas cet alignement pédagogique entre les cadres. Est-ce que ça veut dire qu'une vraie approche par compétence, c'est la fin des UE, des unités d'enseignement? De mon point de vue, non, parce que l'UE, au final, est un outil. C'est un outil, c'est un ensemble d'enseignement. Mais la question, c'est que veut dire l'UE? Est-ce que l'UE veut dire un ensemble d'enseignements tantôt disciplinaires, tantôt transversaux, tantôt professionnels? Ou est-ce que l'UE est un jalon dans l'acquisition de la compétence? Si on a défini les compétences à acquérir dans un diplôme, le référentiel, et si on construit des blocs de compétences, ces blocs de compétences, il faut qu'ils puissent s'atteindre de manière progressive durant un cursus, ce qu'on peut appeler des niveaux de compétences. Par exemple, quand certains parlent des compétences dans une logique de certification, ils refusent cette question de niveau de compétences, mais je pense que ça n'est pas pertinent. Et dans ce cas, le semestre, les UE sont des jalons d'acquisition de cette compétence. Ils sont une organisation pédagogique de composantes de compétences ou de jalons d'acquisition d'une compétence. Est-ce que une des questions qui est posée, c'est aussi alors donc c'est pas la fin des UE, vous le dites, Sophie Kennel a acquiescé d'ailleurs, donc est-ce que ça veut dire transformer pédagogiquement tous les enseignements d'un diplôme? C'est une question qui est posée. Est-ce que cette approche implique de transformer tous les enseignements? Puis après on va prendre les exemples des IUT et des XP. Hein, mais... de mon point de vue, si on veut pouvoir avancer dans une approche par compétence qui est la base de l'organisation de l'offre de formation, sans opposer encore une fois certification et diplomation, il faut qu'on puisse arriver à cette logique-là. Donc tout le diplôme est organisé autour de compétences et de connaissances, et je voudrais insister là-dessus que les compétences ne sont pas opposées aux connaissances. Maîtriser un savoir et le mettre dans une situation de savoir-agir complexe est un fondamental de l'approche par compétence. Encore une fois, il y a eu des modèles construits, la CTI l'a fait, la DUT s'y met actuellement, les INSPE y réfléchissent. Ce sont des choses qui, quand les équipes pédagogiques travaillent ensemble, sont possibles. Là où il y a un écueil, en tout cas, auquel il faut être attentif, c'est la traduction
des modèles, qu'ils soient des modèles nationaux ou des modèles d'établissement dans les équipes pédagogiques. Par exemple, moi, à Lille, on avait fait le choix de ne pas avoir un modèle unique et de laisser les équipes pédagogiques elles-mêmes définir leur référentiel, définir leur bloc de compétences et leur modalité d'évaluation. Ce qui fait qu'à peu près 40% des formations étaient prêtes dans la nouvelle offre, par exemple, à s'engager dans une démarche par compétences assez importante. Merci pour ce premier tour d'horizon. Ça déclenche beaucoup de questions aussi, donc on va essayer de les prendre au fur et à mesure, et puis on fera un tour pour vérifier qu'on n'ait oublié personne. Justement, vous avez dit que la DUT, les IUT avaient fait ce travail. Xavier Sens, on va vous demander de nous expliquer un peu les enjeux. Là aussi, on va peut-être déjà reposer les choses. Le bachelor universitaire de technologie, tout le monde n'en a peut-être pas totalement entendu parler, donc réexpliquez-nous un peu le chantier auquel vous avez fait face ces 2 dernières années. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour de nouveau à toutes et tous. Mon intervention sera d'une certaine manière liée étroitement à la réforme des bachelors universitaires de technologie, qui est cette nouvelle formation portée par les IUT, sachant que réglementairement, ce bachelor universitaire de technologie est une licence pro qui donne le grade de licence et qui est un vrai cursus de 3 années de formation, puisque cette réforme de la licence professionnelle et qui a porté création des bachelors universitaires de technologie, s'origine en fait en 2019 suite à une concertation qu'avait mis en place la ministre, Madame Vidal, pour justement réimpulser la professionnalisation dans le premier cycle universitaire. En tout cas, Sophie Quesnel l'a très bien rappelé aussi, c'est qu'on voit que tous les diplômes universitaires sont affichés comme professionnalisants, et même le doctorat, puisqu'il y a désormais une fiche RNCP. Donc là, l'idée, c'était de retravailler effectivement la question de la professionnalisation dans le premier cycle universitaire, et les IUT ont participé à cette concertation, mais pas que. Il y avait énormément d'acteurs et d'actrices du monde socio-économique pour affirmer effectivement qu'il fallait réformer ce premier cycle, et par là, la licence professionnelle et la création du bachelor universitaire de technologie. Alors, face à cela, nous, le réseau des IUT et l'Assemblée des directeurs d'IUT, il nous fallait réfléchir. On avait enfin ce qu'on souhaitait depuis quelques années, depuis des dizaines d'années, un vrai cursus de 3 années en IUT. Au lieu d'avoir 2 années plus 1 année, on avait un vrai cursus et il fallait vraiment réfléchir à ce qu'on voulait en faire. On avait cette opportunité. Et l'idée, c'était de revenir à fondamentalement ce que sont les IUT, à savoir des instituts universitaire de technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la pluridisciplinarité au service de la professionnalisation. Et en fait, quand on a fait un travail, bien évidemment, il y a des effets de mode, des tendances, mais il y a aussi des traits d'époque. On a rencontré et on s'est intéressé, bien évidemment, de façon plus sérieuse à l'approche par compétences. Et on y a vu une correspondance. Une correspondance, pourquoi? Parce que l'approche par compétences présuppose quoi? La professionnalisation, bien sûr, mais aussi l'interdisciplinarité. Et donc, il y avait 2 éléments qui recoupaient ce que sont fondamentalement les IUT. L'autre particularité aussi, c'est qu'il fallait réfléchir à l'installation d'un modèle pour le bachelor universitaire de technologie, mais qui allait être déclinable pour 24 spécialités, puisqu'au sein des IUT, il y a 24 spécialités. Et je ne vous cache pas que le défi était de taille, puisque les 24 spécialités du bachelor universitaire de technologie vont aussi bien du domaine des métiers du social au génie biologique. Donc, c'était quand même un grand écart, et il fallait trouver ce modèle qui vient ainsi se décliner. Et donc, tout cela aussi avec des enjeux d'écriture de programmes nationaux qui doivent inclure un référentiel de compétences et un référentiel de formation à minima. Et comme nous étions, alors on pourrait se dire, oui, les IUT, c'est facile pour eux, ils ont toujours été dans la professionnalisation, donc la compétence, c'est facile. Ben oui et non, en fait, je ne vous cache pas que ce n'est pas si simple que ça. Donc, on a décidé aussi d'être accompagné par un laboratoire de recherche pour réfléchir à ce modèle. Et ce laboratoire de recherche, c'est le LabCET de l'Université de Liège, qui est coordonné par Madame Poumet et Monsieur Georges, Marianne Poumet et François Georges. Alors, pourquoi ce labo? Parce qu'on y a vu une définition de la compétence, un point de départ hyper intéressant, hyper pertinent, à savoir la fameuse définition de M. Tardif, le savoir agir complexe, etc., etc. Mais au-delà de cette définition, c'est qu'on retrouvait l'idée qu'une compétence était toujours liée à une famille de situations,
que la compétence, c'était de la complexité, c'était pas simplement de faire quelque chose, que ça invitait l'étudiant à rentrer dans une démarche d'auto-évaluation, qu'il n'y avait absolument pas d'exclusion de la notion de connaissance. Au contraire, en fait, cette définition inclut la notion de connaissance, la met justement, la réaffirme, la présuppose et la resitue d'ailleurs, c'est-à-dire au lieu d'avoir une connaissance comme seule finalité, on a vraiment une connaissance qui vient être mobilisée en situation. Et nous avions une définition aussi qui supposait qu'une compétence n'existe qu'au travers de critères qualité. C'est-à-dire, être compétent, c'est aussi répondre à des critères qualité. Et donc, tout ceci nous a permis effectivement de réfléchir en quelques mois, puisque le calendrier de la réforme était un calendrier extrêmement tendu, et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, puisque nous sommes en train de rédiger la 2e année et 3e année. Il n'y a que la 1re année qui n'existe pour l'instant. C'était de savoir comment faire en sorte aussi que ce référentiel de compétences ne soit pas une sorte d'arrière-plan, qu'on oublie au quotidien, mais davantage une colonne vertébrale qui vient structurer au quotidien et la trajectoire de l'étudiant et la pratique pédagogique des équipes enseignantes. Et donc, l'idée a été de faire en sorte de faire correspondre totalement le référentiel de formation au référentiel de compétences. Autrement dit, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que chaque UE renvoie à une seule et même compétence. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une UE intitulée différemment d'une compétence qui serait dans un référentiel, le nom de l'UE, c'est l'une des compétences ciblées. Et ensuite, parce qu'il faut du temps pour que la compétence soit acquise par l'étudiant, et nous avons décidé effectivement de définir des niveaux de compétences et de caler ces niveaux sur les années. C'est-à-dire, 1re année, nous avons un niveau 1, 2e année, nous avons un niveau 2, 3e année, nous avons un niveau 3. Et chaque UE renvoie à la compétence et à son niveau. Donc, les UE, si on a 5 compétences au programme, on aura 5 UE. Et chaque UE renverra à un niveau en particulier. Tout dépend, bien évidemment, dans quelle année on se situe. Et l'autre particularité, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qui se passait dans l'UE, c'est-à-dire éviter d'avoir une liste d'enseignements. Il fallait structurer l'intérieur de l'UE. Et le choix a été fait de faire en sorte que l'UE soit structurée de telle façon à ce qu'elle incarne pleinement la compétence, c'est-à-dire on a structuré l'UE sous 2 pôles. Un pôle de mise en situation professionnelle au cours au sein desquels l'étudiant va rencontrer la compétence, et on a appelé ça des situations d'acquisition et d'évaluation. Dans le cadre, justement, l'étudiant va rentrer dans une démarche d'auto-évaluation à travers la démarche portfolio. Et ensuite, à côté et en articulation avec ce pôle SAE, nous avons le pôle ressources où on va retrouver des enseignements, par exemple disciplinaires, académiques, mais pas que, qui vont être enseignés au regard de la compétence ciblée et qui va être rencontrée dans le cadre des mises en situation. Xavier, peut-être juste Oui. un ou 2 éléments de précision, parce que votre propos fait écho à des questions aussi qui sont posées. Est-ce que cette nouvelle approche, finalement, remet en question la notation? Et est-ce que la forme traditionnelle du service des enseignants-chercheurs en TP, TD peut être bloquante par rapport à ce type de travail? C'est deux des questionnements qui sont apparus. Alors, on évolue dans un environnement institutionnel dans lequel il y a encore des cultures très présentes et qu'on ne peut pas effectivement mettre à mal du jour au lendemain. L'idée n'est pas non plus de tout mettre à mal. Donc, effectivement, ça ne remet pas en question la notation. Les étudiants vont être évalués et donc notés sur les ressources, sur les SAE. La question, c'est véritablement plutôt, c'est quelle grille d'évaluation mettons en place? C'est plutôt ça, la question. Ce n'est pas la notation elle-même. Et puis, d'ailleurs, s'il n'y a pas de note, il faut quand même trouver un autre système d'évaluation et donc toujours la question de la grille d'évaluation. En ce qui concerne maintenant la distribution en CMTDTP, les services d'enseignants, enseignants-chercheurs à l'université sont définis en équivalent TD, donc il faut garder ce modèle-là. Après, ce n'est pas non plus très, très compliqué. On alloue un volume d'heures d'enseignement à telle ressource, un volume d'heures d'enseignement encadré à telle mise en situation professionnelle. C'est pas, ça reste que des moyens, en fait.
qu'il faut repositionner au regard de la finalité d'ensemble, mais ce ne sont que des moyens. Il faut, à mon avis, éviter d'en faire une difficulté. C'est une contrainte, mais la contrainte, il faut savoir en jouer un peu, c'est-à-dire la voir autrement et la réinstaller dans un système qui est, lui, transformant. Alors, donc, si je permets de continuer, c'est que cette réforme du bachelor universitaire de technologie, ce n'était pas que les IUT. Les IUT ont la particularité, au travers des programmes nationaux, d'être en correspondance directe avec les milieux socio-professionnels et leurs représentants, notamment avec des instances qui s'appellent la Commission consultative nationale des IUT, la CCN, et les commissions pédagogiques nationales, où les représentants des mondes socio-économiques sont présents, et tout le travail a été avec eux de rédiger les référentiels de compétences. Et au-delà de la difficulté de cette réforme en raison de son calendrier, en raison bien évidemment de l'accompagnement nécessaire des équipes pédagogiques, c'est aussi, et la question va très vite se poser, c'est à moyen terme, comment évaluer ceci? C'est-à-dire, on a créé un nouvel objet, le bachelor universitaire de technologie. Il faut l'évaluer, et il faut l'évaluer en présupposant que cet objet doit être vivant, dynamique, pas statique. Et donc, ça suppose quoi? Ça suppose qu'est-ce qu'on évalue? On va devoir évaluer les référentiels de compétences pour notamment apprécier leur cohérence par rapport à l'environnement sociétal, à l'environnement socio-économique, au regard de l'environnement socio-professionnel, qui sont eux-mêmes des environnements dynamiques en évolution. Donc, c'est comment faire pour qu'un référentiel de compétences ne soit pas strictement un arrière-plan statique, mais au contraire qu'il lui-même évolue, et comment celui-ci est amené à faire évoluer le référentiel de formation et comment ce référentiel de formation lui-même évolue au regard de l'évolution des pratiques pédagogiques. Donc là, l'enjeu, il est extrêmement important. Alors, bien évidemment, ce n'est pas demain qu'on va s'atteler à cela, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudra réfléchir très, très rapidement, parce que si on ne s'intéresse pas à moyen terme à cette idée d'installer quelque chose sans mettre en place des dispositifs d'évaluation multicritères sur les différents éléments que je vous ai évoqués, très rapidement, sur lesquels on peut revenir, bien sûr, je pense que cette réforme sera loupée, en fait. On aura quelque chose qui existera avec de l'approche par compétences, mais qui, d'une certaine manière, sera qu'un simple objet de formation et non réellement cohérent avec toute l'ambition qui a été la nôtre dans cette réforme. Merci beaucoup. Merci Xavier, c'était parfait. On revient évidemment vers vous et surtout vous me faites signe pour réagir à ce qui va être dit. Avant de me tourner vers Fabien Schneider et qu'on puisse parler des INSPE, Sophie, je voulais vous faire réagir de manière très ouverte évidemment si vous voulez compléter, mais aussi parce que vous m'avez dit en préparant que vous-même vous enseignez en IUT. Donc à la fois expert de toutes ces questions-là, mais là vous avez dû changer votre cours pour vous adapter à la réforme. Alors ça mérite peut-être de raconter ça en quelques mots. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens qui ont mis en place des réformes et qui après sont confrontés au terrain et aux étudiants, et c'est vrai que c'était très amusant. Je vous ai dit en bonne boutade quand on a préparé, oh purée, quand je suis arrivée devant les étudiants et que j'ai dû leur expliquer les compétences. Moi, j'enseigne la communication dans un BUT génie biologique, et effectivement de me retrouver face aux étudiants pour expliquer l'approche par compétences, expliquer les portfolios et enseigner ce qu'on appelle une ressource, puisque la communication en génie biologique, ça va surtout être une ressource. Donc c'est une confrontation très intéressante qui montre à la fois tout le chemin qui reste à parcourir, soyons très honnêtes, mais aussi et je le dis vraiment très sincèrement, parce que Xavier le sait, il y a des choses qui, dans la réforme des BUT auxquelles j'adhère complètement, des choses qui m'ont semblé plus éloignées ou plus idéales, et peut-être moins infaisables, et aussi toutes les opportunités. Une adhésion très forte, et ça, je pense que ce sera intéressant d'en parler, et que certains l'ont mentionné dans la conversation, une adhésion des étudiants qui ont… Les étudiants, ça revient beaucoup. Comment on vend ça aux étudiants, voilà. Ouais. Et finalement, j'ai trouvé que, pourtant, Dieu sait qu'on a quand même un vocabulaire et un jargon dans le programme de BUT, pas toujours facile, mais vraiment une adhésion des étudiants, ça donne du sens, ça explicite beaucoup
ça a été aussi mentionné dans la conversation, ça nécessite effectivement ce qu'on appelle, nous, l'alignement pédagogique, de tout mettre en cohérence et de bien expliciter les choses. C'est-à-dire, voilà, dans cet enseignement, il sert à quoi? Il s'articule par rapport aux autres enseignements. On va y travailler à plusieurs enseignants. Donc, ça permet vraiment de mettre des choses en œuvre. Mais ce n'est pas simple. Hein. C'est difficile. Et pourtant, c'est moi qui, j'ose le dire, c'est moi qui parle. C'est difficile parce qu'il faut effectivement travailler en équipe et on retombe dans des travers d'expérience et de confort individualiste. Donc, c'est de loin pas si facile. Et il nous manque parfois des moyens. Et je pense que c'est aussi ce qui va être une de nos conclusions. Des moyens aussi au sens, ça veut dire, c'est un tout, c'est un écosystème qu'il faut changer, c'est comment on travaille ensemble, et ça on le dit beaucoup, mais même les espaces, c'est des espaces de travail ensemble pour les enseignants et pas la toute petite cafétéria par exemple, c'est des espaces de mise en situation pour les étudiants, plus souples, c'est Joël Demougeot en parlait dans la conversation, c'est changer les temps d'enseignement pour les transformer en temps d'apprentissage et d'accompagnement plutôt, tout ça, ça demande à tous les niveaux, il faudrait changer des choses. Mais en même temps, j'ai presque aussi envie de répondre en disant, mais on s'en fiche, tous les petits pas comptent. Et si on ne peut pas encore évaluer vraiment par compétence et qu'on met quand même des notes, on commence par ça et ça évoluera petit à petit. Merci Sophie. Fabien, on se tourne vers vous, on voyage, on va à Nancy maintenant, pour ceux qui veulent savoir d'où vous êtes, d'où vous parlez. Vous êtes à la tête de l'INSPE de Lorraine. Ça a été dit par Sophie, les INSPE commencent à s'intéresser au sujet. Vous avez pris de l'avance pour le coup, c'est aussi pour ça que vous êtes dans cette table ronde. Vous m'avez expliqué en préparant que cette approche compétence s'est fait chez vous et donc on va se demander un petit peu comment vous vous y êtes pris. Oui, peut-être le premier point à préciser, c'est que je crois qu'on peut dire que tous les INSPE sont en prise avec la question de l'approche par compétences. À partir du moment où il y a eu un référentiel de compétences des enseignants qui a été posé, et comme on forme initialement les enseignants, c'était quand même difficile de ne pas y être confronté. Ce référentiel date de 2007. Ce qui était plus long, c'est de trouver les moyens, les contextes, et c'était rappelé par plusieurs de nos collègues, pour pouvoir faire les petits pas qui viennent d'être dits, pour arriver à quelque chose. Alors, il est vrai qu'en Lorraine, on a fait là le pas qui me semble être le principal. Et pourquoi on l'a fait? Il m'a semblé important de travailler le système, c'est-à-dire de créer un système qui soit favorable à toutes ces nouvelles notions ou ces notions qui sont nouvelles dans leur mise en place, que ce soit l'approche par compétences, que ce soit l'approche par programme, que ce soit la pédagogie de l'intégration, créer le cadre pour que ça soit plus facile à mettre en œuvre. L'une des difficultés à laquelle on a été confronté, c'est qu'on a fait le changement pour l'ensemble du Master MEF en Lorraine. Ça représente 2200 étudiants. Ce qui veut dire qu'il y a tout un ensemble de notions d'accompagnement, de traitement en petits groupes qui n'est pas possible. Il faut que ça fonctionne pour en fait nos 25-30 parcours de formation, pour aussi que ça soit acceptable par la dizaine de composantes de l'université qui sont concernées par cette formation initiale des enseignants. Ça a été une difficulté, et c'est là que je mets un deuxième point important, c'est la notion de temps. Il faut du temps pour pouvoir progressivement convaincre les uns et les autres, les confronter à des apports de la recherche. Je pense par exemple à deux auteurs qui nous ont bien alimentés, Jean-Claude Coulet et Xavier Rogirs. Il faut du temps pour qu'il y ait une acculturation à ces transformations. Et il faut un contexte favorable, ça a été aussi rappelé, à l'Université de Lorraine, il y a un contexte favorable pour faire une transformation, pour aller vers l'approche par compétences. Alors, en ce qui concerne plus précisément la Lorraine et la formation des enseignants, je crois qu'on peut souligner que nous avons été bien aidés par une annexe de l'arrêté Master MEF, puisque nous avons un arrêté spécifique pour les Master MEF. Cette annexe définissant des blocs de compétences, 3 blocs de compétences, en prise sur les compétences métiers, 3 blocs de compétences, définissant aussi des attendus et définissant des axes de formation, des objectifs de formation. Bref, tout un travail qui est extrêmement difficile à faire, qui consiste à caractériser, justement, en termes d'attendus de compétences, toute une profession. La profession, ici, c'est le métier d'enseignant. Je ne sais pas, mais je le saurai un jour, quelle était l'équipe qui a construit cette annexe. Ça a été très ardu à prendre en compte, mais en tout cas, on avait affaire à des personnes qui connaissaient le métier.
Donc, on a pu retrouver des éléments qui nous auraient été très, très difficiles de bâtir nous-mêmes et qui me semblent être un préalable avant la mise en place d'une approche par compétence la plus complète. Alors, pour ne pas être trop long et puis pour peut-être viser le point clé de ce qui a été fait en Lorraine, hein, je vais peut-être vous présenter un graphique, enfin une diapositive. Il faut juste que je fasse le partage, ça ne va pas être trop long. On vous laisse partager l'écran tranquillement, Fabien. J'en profite pour glisser d'ailleurs aux différents intervenants. Voilà. Si vous avez des références à partager, n'hésitez pas soit à me les donner, soit à les mettre directement dans le chat. Je sais que nos participants sont toujours friands de références. Voilà. N'hésitez pas. Et sinon, on le fera avec le compte rendu de la conférence qui est sur Campus Matin. Allez-y, Fabien. Bien, donc j'essaie de simplifier sur cette diapositive, de mettre en place le cœur même de notre transformation pédagogique qui a pris place à cette rentrée 2021. Donc nous sommes dans une approche par compétence, avec pédagogie d'intégration, avec des évaluations en situation intégratrice, des apports de la formation et de la pratique en stage. Et il y a 3 termes qui reviennent très fortement dans ce que nous avons fait. Il y a bien sûr les blocs de compétences, les 3 blocs de compétences qui sont définis dans cette annexe. Donc, ils sont ce qu'il faut valider pour nos étudiants. Nous avons placé des situations intégratrices des apports de la formation et de la pratique en stage, avec une relation très, très bijective entre les blocs de compétences et ces situations intégratrices. C'est-à-dire, ces situations intégratrices, elles constituent l'évaluation de nos étudiants, l'évaluation des attendus de compétences de nos étudiants. Et il était assez naturel de faire que ces situations intégratrices regardent vraiment les compétences ou les attendus de compétences. Pardon Fabien, mais pour le vocabulaire, une situation intégratrice, ça veut dire une mise en action, ça veut dire un projet, ça veut dire quelque chose qu'on peut toucher du doigt en termes de réalisation? Oui, je peux donner 2 exemples. Une situation intégratrice, en fait, c'est un travail qui est demandé à l'étudiant, qui est forcément complexe et forcément sur des choses qu'il a déjà traitées dans le cadre de la formation. Il y a une situation intégratrice qu'on connaît très très bien à l'université de façon générale, c'est le mémoire de master, qui intègre énormément de choses dans la constitution d'un mémoire et dans une soutenance. Plus techniquement pour la formation des enseignants, le fait de réfléchir avec un papier, un crayon ou un ordinateur à la constitution d'une leçon et de préparer tout ce qui va permettre de faire une leçon face à des élèves, ça peut constituer une situation intégratrice. La situation intégratrice n'est pas forcément exercer le métier face à des élèves. Hein. Voilà, c'était pour préciser un petit peu cette notion-là. Hein. Et le 3e élément de ce qui est présenté ici, ce sont les modules d'enseignement, parce qu'à un moment donné, il faut gérer des étudiants avec un ou plusieurs formateurs dans un même lieu et avec un contenu d'enseignement. Et cela, nous l'avons placé dans des modules d'enseignement. Vu la complexité du métier d'enseignant et la richesse de cette annexe, il était quasi impossible de créer une relation bijective, comme ça a été expliqué pour les IUT, entre les modules d'enseignement et les situations intégratrices. C'est-à-dire que plusieurs modules d'enseignement contribuent à construire des éléments de compétences qui vont permettre d'atteindre les attendus de la formation. Il y a une complexité. Oui, j'ai un problème de connexion. J'espère que les choses sont revenues en place. Moi, je vous entends très bien. D'accord, ok. Bon. Il y a une complexité, c'est pour ça que j'ai représenté une petite matrice. Hein. Il y a une complexité, il y a des liens à faire entre les modules d'enseignement et les situations intégratrices. C'est l'une des difficultés du travail actuel pour les collègues qui mettent en place cette formation. Donc, on retrouve évidemment des maquettes de formation avec des fiches modules d'enseignement, mais on retrouve aussi des maquettes d'évaluation avec des fiches situations intégratrices. Donc, ce sont les 2 éléments qui ont été produits pour nos maquettes. Et pour qu'on comprenne bien où se situe le point clé de cette transformation, je vais projeter ici la suite. Voilà. La structure habituelle que l'on a lorsqu'on regarde l'arrêté licence pro master, qui dit très simplement qu'il existe des unités d'enseignement pour bâtir une formation et que les crédits ECTS, donc ceux qui résultent de l'évaluation, sont associés à ces unités d'enseignement. C'est-à-dire que dans une unité d'enseignement, on a 2 volets. Un volet formation horaire qui permet de faire la planification des enseignements, mais aussi un volet évaluation ECTS. Et comme ça a été dit tout à l'heure par les collègues, ensuite, il faut créer la relation entre ces unités d'enseignement et les blocs de compétences.
c'est le travail de l'approche par compétences. Et on retrouve la même complexité que celle dont j'ai parlé précédemment. Et là, elle se situe à un autre endroit. Elle se situe entre les unités d'enseignement et les blocs de compétences, ou plus simplement entre l'évaluation des unités d'enseignement et les blocs de compétences. Là où il y a une différence, me semble-t-il, une différence importante systémique pour aborder cet aspect, c'est que dans le cas de ce que nous avons fait, cette complexité, elle est gérée par l'équipe de formation, parce que c'est l'équipe de formation qui s'occupe des modules d'enseignement et qui crée le lien avec les situations intégratrices, alors que dans l'approche plus classique, cette complexité peut être laissée à l'étudiant si des fois on n'a pas réussi à faire ce lien bijectif dont je parlais tout à l'heure entre l'évaluation de l'unité d'enseignement et le bloc de compétences. Dit autrement, Fabien, vous dites qu'il ne faut pas que ce soit à l'étudiant finalement d'analyser ce qu'il a réussi à acquérir, quoi. Oui, c'est ça d'une certaine façon. Ce n'est pas lui de trouver le ciment qui va permettre de relier différentes briques que sont les unités d'enseignement, qui peuvent être de formes différentes, de matériaux différents, ou peut-être il n'y a pas un même ciment qui est capable de les lier entre elles. Alors, pardon aussi, Fabien, j'ai cru voir Line Frangier un peu hocher la tête pendant votre présentation. Je ne sais pas si Line avait une réaction à ce que vous disiez ou si j'ai mal interprété. Non, pas du tout. Simplement, il me semble, hein, mais je voulais attendre que M. Schneider finisse sa présentation, qu'entre la présentation de Xavier Sens et celle de Fabien Schneider, nous avons les deux modèles possibles de la mise en œuvre de l'approche par compétences, dans un cas où on est dans une articulation étroite entre certification et diplomation. Il n'y a pas d'opposition et donc les maquettes sont elles-mêmes déjà structurées en approche par compétences parce qu'il y a une approche programme qui est mise, alors qu'il me semble que dans le modèle que décrivait M. Schneider, mais je ne voulais vraiment pas l'interrompre, on est encore dans une logique matricielle de blocs de compétences d'un côté à mettre en correspondance avec les unités d'enseignement. Voilà, c'était. C'est pas vous qui l'avez interrompu, c'est moi. J'ai ce mauvais rôle. Donc, vous embêtez pas. Fabien, on vous laisse terminer. Oui, c'est tout à fait. En fait, il n'y a pas d'opposition entre ces deux modèles. Simplement, il y en a un où on définit où se situe le travail essentiel qui me semble être celui de l'équipe pédagogique. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il aussi, le fait que l'approche par compétences, et on l'a vu dans les commentaires, nécessite un travail supplémentaire de la part des équipes pédagogiques parce qu'il leur faut discuter entre elles pour justement créer le lien, c'est-à-dire créer le lien qu'il peut y avoir entre un enseignement et un bloc de compétences ou des attendus de compétences. Je vais juste citer un petit exemple. J'ai eu comme dans les personnes qui ont eu du mal à accepter cela, typiquement des enseignants qui viennent faire quelques heures et qui en fait aimeraient beaucoup faire leurs heures, évaluer les heures qu'ils ont faites et remettre cela à l'équipe pédagogique pour qu'elle s'en débrouille. Or, typiquement, ceci devient beaucoup plus difficile dans le système que nous avons bâti. Ça n'est pas impossible, mais en tout cas, si on le met en place, c'est forcément patent, c'est forcément vu. Alors que dans le système plus classique, ça peut rester, ça peut être un frein, et ça peut même peut-être empêcher la mise en place d'une approche par compétence, c'est-à-dire en fait une satisfaction des étudiants parce qu'on les forme selon ce dont ils ont besoin. Les attendus d'un master, on peut citer les indicateurs de Dublin bien sûr, mais aussi les attendus de construction d'une certaine professionnalité parce qu'en général, après, ils ont un métier à exercer ou du moins avoir des éléments qui leur permettront d'exercer un métier. Peut-être, merci Fabien, et continuez tous à poser des questions. Alors, vous avez peut-être vu, certains s'en sont saisis, que vous pouvez aussi voter pour une question. Ça me permet, moi, de bien mesurer aussi l'intérêt prioritaire que vous pouvez avoir sur les nombreuses questions que vous posez. Line Frangier, Sophie Kennel, peut-être un mot, puisque je l'ai vu apparaître très tôt dans les questions, sur des spécificités disciplinaires. Là, on a donc eu l'exemple des INSPE, très professionnalisant, on voit bien, hein, on va former des enseignants. Les IUT, Xavier l'a expliqué. J'ai vu des choses sur les questions des langues. Est-ce qu'il y a des disciplines, des catégories de diplômes qui ne peuvent pas rentrer dans cette approche par compétences? Line Frangier, peut-être? Alors oui, juste pour réagir à ce que disait aussi Fabien Schneider, je pense que la difficulté dont il fait état sur les enseignants vacataires qui vont venir intervenir pour quelques heures pose aussi toute la
la problématique de l'approche programme. C'est parce que quand on va considérer que l'équipe pédagogique travaille sur une approche programme, la manière de travailler avec des enseignants qui sont moins présents, par exemple parce qu'ils ne sont pas titulaires et plus, ou parce qu'ils font pas partie de l'équipe pédagogique, se pose. Je vous le disais tout à l'heure, parce que quand on a opposé certification et diplomation, on a vu ressortir ces impressions que l'approche compétence pourrait se mettre en œuvre dans certaines disciplines et pas dans d'autres. Mais encore une fois, si on considère que l'approche par compétence découle naturellement lorsqu'il y a eu une approche programme en amont, c'est-à-dire lorsque l'équipe pédagogique a défini un programme ensemble, il n'y a pas, de mon point de vue, de frein à ce que l'approche par compétence se mette dans les différentes disciplines. Et d'ailleurs, dans les... encore une fois, à la fois avec le regard national qu'on a au niveau du HCERES, on ne voit pas de disciplines qui ont pu le faire plus que d'autres, ou de niveaux de cursus qui ont pu le faire plus que d'autres. On voit vraiment que c'est une dynamique d'équipe pédagogique. Lorsque, par exemple, j'ai impulsé ça dans mon établissement aussi, la licence d'histoire aujourd'hui a engagé très fortement la démarche là-dessus. D'ailleurs, les collègues sont sollicités par différentes universités en France pour présenter leur approche, alors que, par exemple, des licences professionnelles en IUT ont été réfractaires ou moins partantes pour ça. Donc, pour prendre un peu les deux extrêmes, hein. Les formations de droit sont beaucoup aussi ont voulu partir dans ce domaine-là. Ce que l'on voit par rapport aussi aux questions qui sont posées sur l'évaluation, les freins ne sont pas vraiment disciplinaires, ils sont liés d'une part à la perception de la réussite et de l'évaluation des étudiants. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai vu beaucoup plus de freins quand on a parlé de non-compensation entre les blocs de compétences, parce que, et c'est lié aussi à un système de notation, une compétence est acquise ou n'est pas acquise, et donc il y a plutôt le lien avec la compensation qui se joue. Et lorsqu'on a notamment, par exemple, des licences avec des premières années, avec des effectifs très importants ou des problèmes de réussite, hein, il y a plutôt eu un frein au passage d'une maquette déclinée en blocs de compétences, en raison plutôt de la compensation ou non-compensation et de ce que ça suppose pour les étudiants de première année. Donc, pardon, Lynn, ça me semble un point important. Ça veut dire que ce type de démarche pourrait avoir, en tout cas à court terme, un effet sur un taux d'échec plus important? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle échec. Est-ce que réussir veut dire avoir sa première année et passer en deuxième année? C'est à ça que je pensais. C'est à ça que je pensais, oui. Veut dire acquérir des compétences. Si on considère que réussir veut dire acquérir des compétences. Dans ce cas, nous ne sommes pas dans la logique de l'échec. Au contraire, pour des étudiants qui ne réussissaient pas la première année et qui envisageaient des réorientations par la suite, le fait d'avoir acquis des blocs de compétences est une valorisation de leur cursus, qu'ils veuillent continuer dans le même cursus ou qu'ils veuillent se réorienter. En revanche, il peut y avoir bien sûr des effets de bord sur un changement dans les flux d'étudiants, à la fois en termes de réorientation et de passage entre notamment la première et la deuxième année, hein, dans les licences, parce que la question se pose autrement. Mais quand on est aussi dans une logique de modularisation, les effectifs ne se comptent pas par année aussi complète, oui. Ils peuvent se compter aussi par bloc de compétences. Peut-être une question pour Xavier Sens, question. Alors vous me faites tous signe hein, quand vous voulez réagir bien sûr, mais comment vous avez géré l'intégration des professionnels extérieurs dans ce, puisque c'est une question qui a eu beaucoup de votes là, dans l'application de cette nouvelle démarche. Vous avez votre micro qui est coupé encore, Xavier. Oui, c'est comment dire. C'est compliqué parce que en fait on touche du doigt la question des moyens, la question de l'accompagnement aussi des équipes pédagogiques. Hein. C'est comme tout projet transformant, ça suppose de l'accompagnement au changement. Je suis désolé de la banalité de mon propos, mais c'est clairement ça les questions qui se posent. C'est comment fait-on pour à la fois accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation de sa formation, qui lui demandera des changements d'attitude. Premier point. Et on le fait au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Hein, l'auto-évaluation, la démarche portfolio, c'est-à-dire d'attendre de l'étudiant qu'il soit capable de se décentrer par rapport à ce qu'il fait, d'analyser ce qu'on lui a demandé de faire au travers d'une grille c'est ça l'auto-évaluation. Il se positionne par rapport à ce qu'il sait faire, etc. Ça prend du temps, ça ne se fait pas effectivement dès la première année. Donc, il faut mettre des jalons et être très clair sur les jalons.
Après, avec ce qu'on pourrait appeler des vacataires, c'est-à-dire les intervenants issus du monde socio-professionnel, nous, on en a beaucoup parce que c'est important d'en avoir. En plus, c'est demandé d'un point de vue réglementaire, hein, ce qui est tout à fait normal. On fait des réunions de travail et très souvent, en fait, l'élan vient d'eux. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent un peu plus en fait, ils comprennent mieux pourquoi ils vont faire ça dans leur cours. Parce que ça résonne plus avec ce qu'ils vivent en entreprise ou dans d'autres univers, parce que ça redonne un peu plus de sens au pourquoi d'un professionnel dans cette formation. La grosse résistance vient surtout des enseignants, on va dire, qui ont un peu de mal à envisager d'enseigner autrement leur discipline. Voilà, c'est tout. Là, c'est la plus grosse résistance. Mais bon, après, certains y vont, certains vont regarder ça pendant quelques années et vont venir avec. Voilà, mais c'est naturel en fait. Il faut accepter le fait que les collègues ne vont pas d'emblée adhérer, mais qu'il y a la nécessité d'y aller pour l'étudiant. C'est vraiment ça. Et voilà, il faut mettre en place des moments d'échange, des moments d'écoute, voilà. Et puis trouver quand même des acteurs et des chevilles ouvrières qui vont quand même au quotidien expliquer la réforme, etc. Et après, sur les compétences, comment elles ont été écrites, parce que ça, c'est extrêmement important. Elles ont été écrites avec les partenaires socio-économiques et socio-professionnels, bien évidemment, puisque derrière, il y a les métiers. Il faut partir des métiers. C'est ça l'entrée, en fait. On peut parler d'une licence d'histoire, une licence de philosophie, mais derrière, il y a bien des métiers. Il y a des métiers. Et donc, il faut partir de là. Après, il faut simplement élargir le regard. Et il y a certaines demandes d'acteurs qui nous ont dit ça serait bien de mettre ça en place, ça serait bien qu'il y ait cette compétence. Oui, mais cette compétence-là n'est pas une compétence au sens d'un savoir agir complexe qui suppose de la part de l'étudiant un esprit critique et analytique. Parce que c'est ça aussi notre job, c'est de former des futurs professionnels, mais des futurs professionnels citoyens éclairés, c'est-à-dire capables aussi de rentrer dans une auto-formation, etc. Alors, c'est des jolis mots, c'est très ambitieux, mais il faut garder ça à l'esprit pour ne pas se dévoyer à un autre modèle. Et bien évidemment, on manque de moyens, et même en IUT, je vous assure, on manque de moyens. On aimerait bien toujours en avoir un peu plus, mais je sais qu'on a un peu plus de taux d'encadrement que dans d'autres UFR, notamment de droit, économie, gestion. Mais je pense qu'il faut aller étape par étape. Et ce que disait Sophie au tout début, c'est-à-dire il faut placer les choses en ayant une ambition, parce qu'il faut afficher une ambition pour donner une direction à ce qu'on fait, mais il faut aller étape par étape. Il faut être très, très au clair sur ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Moi, c'est très important. Merci Xavier. Sophie, justement, sur cette notion d'accompagnement. Alors, je joue sur vos différentes casquettes. Vous prenez celle que vous voulez, mais là, il y a celle de l'IDIP qui a cette charge au sein de l'université d'être dans l'accompagnement sur les questions pédagogiques en général, mais dont vous me disiez que l'approche par compétence était quand même un levier important pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur les… Il y a des questions, hein. Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce qu'il y a une méthode? Là, dans le chat, les gens aimeraient bien repartir. Et on se doute bien que c'est pas si simple, hein, mais avec le mode d'emploi. Oui, il y a plein de choses à dire sur l'accompagnement. Je voudrais juste rebondir, et ça va aller dans ce sens-là, avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la question des intervenants professionnels, etc. Je pense que entrer dans une approche par compétence va encore renforcer le rôle des responsables pédagogiques. C'est vrai, voilà, le rôle du responsable pédagogique qui va beaucoup encadrer et plus encore encadrer l'intervenant professionnel qui va pouvoir ainsi s'articuler avec l'approche programme, avec l'approche par compétences, etc. Et qui effectivement trouve du sens puisqu'on est sur des compétences et que voilà, sur des compétences professionnelles, donc on va trouver du sens. Mais ça va être très important. Et aussi le rôle qu'on n'a pas mentionné, c'est le rôle des conseils de perfectionnement
des diplômes, qui est donc, voilà, on construit, bon, imaginons, en repensant à la réforme du BUT, voilà, on n'a pas fait le travail une fois pour toutes, puisqu'effectivement, on remet on remet l'ouvrage et on va y travailler tous les ans avec les conseils de perfectionnement qui doivent donc accueillir à la fois des professionnels et des étudiants. Donc ça va permettre de construire les choses aussi petit à petit et de les améliorer. Pour ce qui est de l'accompagnement, alors je vous dirais que l'accompagnement des équipes, alors des acteurs et des équipes, est assez complexe, puisqu'en fait, on accompagne à différents niveaux et qu'on est souvent dans un entre-deux, justement, entre, je dirais, alors, je caricature un peu, une injonction, une attente réglementaire et effectivement un idéal pédagogique de formation des étudiants et de développement des compétences par les étudiants. Donc, du coup, souvent, les accompagnateurs qui sont, il faut quand même le rappeler, pas partout, il n'y en a pas partout. Voilà, je disais tout à l'heure, les appels à projets, les nouveaux cursus, enfin, notamment les nouveaux cursus universitaires ont permis d'avoir des accompagnateurs, des conseillers pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques, mais ils ne sont pas partout. Les spécialistes ne sont pas partout non plus, et ce n'est pas si simple que d'accompagner, puisqu'effectivement, je dis souvent, surtout sur l'approche par compétences, nous ne sommes pas le bras armé de la gouvernance, à quelque niveau que soit cette gouvernance. Et malheureusement, nous ne sommes pas, et malheureusement, je ne sais pas pourquoi je dis malheureusement, mais nous ne sommes pas non plus le bras armé du terrain qui résisterait à des injonctions ou à des difficultés. Hein. C'est souvent légitime. Mais alors accompagner, ça va vouloir dire qu'effectivement, on va pouvoir, j'ai aussi ce terme souvent, d'aller dire, il va falloir aller chercher les gens là où ils sont. C'est-à-dire qu'on va toujours veiller à être dans une posture d'accompagnement et non pas de conseiller les gens en leur disant c'est comme ça qu'il faut faire. Et je réponds aussi à la question du guide par là. Il existe des guides très, très intéressants. L'Université de Lorraine en a un. L'Université de Nantes a produit des choses aussi sur l'approche programme ou sur l'approche par compétences. Il y en a aussi un récemment, je crois que c'est l'Université de Poitiers qui en a sorti, Aix-Marseille Université. Donc, il existe des choses très, très riches, très, très intéressantes. Et en même temps, en fait, on va accompagner la personne dans son cheminement vers l'approche par compétences, les difficultés qui sont rencontrées. Et nous, à Strasbourg, ça veut dire qu'on accompagne totalement différemment chaque équipe. Vous savez, à Strasbourg, on a la théologie catholique ou la théologie protestante qui rentre en approche par compétences. Et je vais le dire comme ça, on voit des petits miracles, je vous assure de cela. On voit des petits miracles. Parce que vous disiez le côté disciplinaire, moi je dirais la difficulté, elle n'est pas tant disciplinaire souvent, que c'est vrai qu'il y a des formations professionnelles, comme on dit, les BUT, les écoles d'ingénieurs, et je dirais l'INSPE aussi, ou les métiers de la santé, où peut-être on a un petit pas d'avance. Mais cela dit, ce n'est pas tant disciplinaire que parfois des terrains ou des contextes qui nous permettent de le faire. Et on va aussi accompagner l'individu, je le disais tout à l'heure, un prof qui change son cours. Il n'est pas du tout dans une approche programme, pas du tout dans une approche par compétence au niveau de son diplôme, mais lui, dans son cours, il va essayer de développer l'approche par compétence. Voilà, on n'est pas dans le modèle idéal, mais c'est déjà un bon début. Et puis après, ça va parfois être une équipe qui a cette initiative. Puis ensuite, on va essayer effectivement, il faut l'avouer quand même, d'inciter, de sensibiliser à cette approche par compétence, puisque effectivement, on est dans ces cadres-là. Mais c'est difficile parce qu'on n'a pas assez de personnes et de moyens pour le faire. Parce qu'il faut aller chercher Alors, je disais, il faut les chercher où ils sont, c'est au sens de ne pas aller à leur rythme, mais aussi, il faut aller les chercher quand même. Et ça, ce n'est pas si simple. Et du coup, effectivement, il faut aussi travailler beaucoup. On travaille beaucoup sur les relais, justement, les responsables pédagogiques, les gens qui sont acteurs de terrain, sur cette proximité pour que, finalement, ce soit un responsable pédagogique qui réussisse à emmener son équipe vers l'approche par compétences. Et on a toujours cette difficulté à dire, d'un côté, on sait qu'il faut y aller, mais d'un autre côté, on comprend très bien que les gens doivent y aller assez doucement et qu'il faut vraiment les accompagner dans ce sens-là. Alors peut-être une question, je prends un peu dans l'ordre des questions qui arrivent dans le chat et je reviendrai vers Line Frangier tout à l'heure. Mais Fabien, il y a des questions spécifiques au Master MEF et comme on sait, dans ce webinaire en partenariat avec le réseau des INSPE, qu'on a beaucoup de gens de cette communauté-là, la question du lien entre cette approche par compétence et le moment où a lieu le concours et de manière générale même la notion même de concours et d'approche par compétence, j'ai vu apparaître ça notamment. Oui, j'ai vu aussi la question. C'est vrai qu'il y a une difficulté pour l'employeur, et là je parlais de l'éducation nationale, employeur, de faire un concours qui regarderait les personnes, qui essaierait de sélectionner les personnes qui aient les meilleures compétences pour exercer le métier d'enseignant.
je crois qu'il y a une difficulté de masse, voire peut-être même une impossibilité de mettre en place des processus de recrutement qui regarderaient les compétences. Donc, la réalité actuelle, c'est qu'effectivement, les concours, ce sont des épreuves écrites, ce sont des épreuves orales. Les consignes qui sont données pour ceux qui font ces concours, c'est de les rendre les plus professionnalisants possibles, c'est-à-dire qu'ils regardent le plus possible la compétence professionnelle. Et pour répondre à la personne qui a posé la question, oui, mais ça c'est la problématique de l'employeur. L'employeur, il prend les processus de recrutement qu'il veut, mais la problématique de nous, formateurs en INSPE, qui formons des futurs enseignants, c'est déjà de les former au métier. Et je crois que de ce côté-là, une approche par compétence ou quelque chose qui ressemble beaucoup est une nécessité. Après, le fait que les concours n'est pas forcément la meilleure forme pour sélectionner les étudiants qui auraient le mieux réussi dans leur construction des compétences, et encore faudrait-il faire quelques études pour le vérifier, c'est la problématique de l'employeur. Et il ne faudrait pas que, parce qu'il y a une problématique de l'employeur, on vienne contraindre nos formations à ne faire que de la préparation concours, au sens pachotage d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Merci pour cette réaction. Line Frangier, du coup, je reviens à un propos qu'a eu Sophie il y a un instant en parlant de bras armés. Alors, est-ce que justement le bras armé du changement, c'est l'évaluation et cette nouvelle évaluation que vous mettez en œuvre au moment de la vague C qui démarre là? Alors, je ne parlerai pas de bras armés dans le sens où, et Sophie l'a dit aussi tout à l'heure, l'évaluation par le HCERES n'est pas une évaluation qui est normative, n'est pas un cadre contraignant. En revanche, il est vrai que depuis la mise en place de l'AERS d'abord et du HCERES par la suite, l'élaboration des référentiels par le HCERES ont pu permettre à la fois de pouvoir définir des objectifs à atteindre ou en tout cas des interrogations qui permettent aux équipes de se positionner, hein, donc sur une trajectoire, sur un cheminement. Et les référentiels ont donc ce double objectif à la fois de pouvoir tenir compte dans le domaine des formations des dispositions réglementaires, puisque nous donnons aussi un avis en vue de l'accréditation, mais aussi de pouvoir traduire des réflexions liées aussi aux politiques publiques. Et donc, par exemple, à partir de la vague C, le choix que nous faisons, donc en faisant le bilan des vagues précédentes, c'est que positionner l'approche par compétence comme une fin en soi, comme un critère, par exemple, comme une fin en soi, n'est pas la bonne approche, d'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait des réponses très évasives et peu précises là-dessus. Et donc, on souhaite articuler ce double objectif de professionnalisation et d'organisation pédagogique en liant donc d'abord en interrogeant la cohérence entre les débouchés des formations et celles des objectifs et des contenus de formation, en cohérence avec les fiches RNCP, qui sont un cadre national, il faut le rappeler. Et puis, quand on va s'intéresser à l'organisation pédagogique des formations, les critères vont davantage viser l'alignement pédagogique de la formation. Est-ce qu'il y a un alignement pédagogique entre les objectifs, les contenus, les méthodes et l'évaluation, en s'appuyant donc sur une approche par compétence et une approche programme. Donc, on introduit la référence à l'approche programme qui n'existait pas avant et on positionne l'approche par compétence et l'approche programme comme des outils pour une fin en soi qui est à la fois de cohérence pédagogique pour le bien de l'étudiant et puis de professionnalisation aussi. Ensuite, il y a, une fois le cadre posé, il y a la question de l'évaluation par compétence et puis de la valorisation des compétences, hein, donc celles acquises dans le cursus, mais aussi en dehors du cursus. Il faut qu'on se pose aussi la question des compétences transférables. Certes, les compétences sont liées à des métiers. Il y avait une question tout à l'heure aussi sur les compétences qui deviennent dépassées. Quand on dit que 50% des métiers de l'avenir n'existent pas encore, il faut aussi pouvoir se poser la question des compétences transférables de l'adaptabilité. Un point aussi important, on parlait de l'accompagnement tout à l'heure. Nous savons, notamment en regardant la vague B, alors que beaucoup de NCUs commencent à se déployer, que nous ne sommes pas encore mûrs sur ce point au niveau national. Et donc, alors que c'est posé dans les textes réglementaires depuis longtemps, l'idée n'est pas d'en faire aujourd'hui tout de suite un critère contraignant d'accréditation, c'est-à-dire de mettre des avis réservés ou défavorables quand une formation n'est pas déclinée en approche par compétence. En revanche, c'est un point d'attention très particulier pour que la HCERES puisse, dans les 5 ans à venir, accompagner les équipes pédagogiques des vagues successives dans cette mise en œuvre
et pas forcément de considérer que c'est acquis au jour d'aujourd'hui parce qu'on est loin de cette affaire. Donc, on demande des maquettes déclinées en blocs de connaissances et de compétences, ou à défaut, le référentiel de compétences et sa mise en correspondance avec la maquette, pour voir déjà où on en est au niveau national. Un mot peut-être encore, et puis on demandera aussi aux autres intervenants comment ils utilisent ça. Ça a été cité à plusieurs reprises, le RNCP. Là, pour le coup, c'est du réglementaire. Ça change la donne, mais est-ce que c'est parfaitement lié justement à cette démarche, ou est-ce que ça coexiste un peu entre démarche pédagogique pour aller vers les compétences et puis ce RNCP dans l'enseignement supérieur, c'est peut-être pas toujours quoi faire? Alors, encore une fois, les fiches RNCP sont la première traduction, hein, si vous voulez, de l'approche par compétences en France. Mais en effet, aujourd'hui, les fiches RNCP sont organisées autour de blocs de compétences qui sont dans une définition que je vais appeler traditionnelle de la compétence, avec des savoirs disciplinaires, des savoirs transversaux, des savoirs professionnalisants. Bon. Donc, on peut considérer que dans certains cas, c'est un premier pas, mais encore une fois, si on veut aller vers l'alignement pédagogique, on ne peut pas traduire les blocs de compétences des fiches RNCP dans les maquettes de formation. En revanche, parce qu'elles représentent un enjeu pour la professionnalisation, c'est-à-dire que c'est dans ces blocs de compétences que par exemple, les stagiaires de formation continue peuvent accéder au financement des formations, ou bien c'est à travers ces blocs de compétences qu'on peut aussi inscrire des formations, ouvrir des formations à l'alternance ou à la formation continue. Il faut garder cette cohérence entre les blocs de compétences qui sont à l'échelle des mentions, qui sont un cadre général, et l'approche par compétences telle qu'elle se met concrètement en place dans les formations. Mais peut-être qu'il y aura, ou il devra y avoir, une phase 2 des fiches RNCP qui sont organisées autour de compétences de savoir-agir, donc autour de savoir-agir complexe, et pas dans une organisation plus traditionnelle de compétences en savoir, savoir-faire et savoir-être. Si je peux me permettre, Théo, si vous permettez que oui, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Lynn, et je pense que c'est vraiment un point d'achoppement, la question de la façon dont sont rédigés pour l'instant enfin, je ne veux pas non plus trahir sa pensée, mais pour nous, en tout cas, c'est une difficulté. La façon dont sont rédigés, on va le dire comme ça, les fichiers RNCP, et cette approche, tout ce que j'ai dit tout au début, et cette approche pédagogique et vraiment de notion de compétence, savoir agir complexe, où on voit la compétence transversale, elle n'est pas d'un côté, en même temps, voilà, j'ai une compétence transversale qui elle sert à quel agir finalement, alors qu'il y a beaucoup de transversalité, d'interdisciplinarité dans une compétence elle-même. Donc ça, c'est vraiment un point difficile, et même ça nous oblige presque, alors je le dis vraiment honnêtement, parfois à des jeux d'écriture ou à des écartèlements pour essayer de faire coller l'un à l'autre, et voilà. Et Vous avez un exemple pour qu'on comprenne bien là, cette dichotomie Si on prend comme compétences transversales, alors vraiment, très spontanément, les compétences autour du numérique. Les compétences autour du numérique s'exercent dans ces savoirs-agir complexes, je ne vais pas dire disciplinaires, mais en tout cas de spécialité. Est-ce qu'en soi, utiliser le numérique pour le numérique, c'est une compétence? Et encore, on est sur quelque chose d'assez pragmatique, mais alors, si on est sur les compétences sociales, alors là, excusez-moi de le dire, mais on part en délire. Est-ce que c'est un savoir-agir que voilà, de maîtriser des codes sociaux, etc. C'est plutôt, on dirait, une ressource pour agir. Mais voilà, c'est vraiment un point de tension, à la fois pour faire aussi reconnaître et accepter, comme le disent certains, pour faire accepter une approche par compétence. Merci pour cette mise au point. Xavier, Fabien, on a évoqué, vous l'avez évoqué d'ailleurs, le retour des étudiants ou la manière peut-être dont ils peuvent s'approprier ces sujets. Alors c'est très tôt là, notamment pour les VUT, mais peut-être comment vous avez pris cette problématique, Xavier, d'associer les étudiants, de leur expliquer qu'est-ce qui change, si quelque chose change. Alors les premiers retours que l'on a, c'est qu'ils comprennent. Après, on n'utilise pas tout le jargon, on vulgarise bien évidemment. C'est sympa pour eux. Ils ont envie parce qu'ils savaient aussi quel type de pédagogie il pouvait y avoir en IUT. On n'était pas à l'époque du DUT sur des formations strictement disciplinaires, donc voilà, ils sont venus aussi sachant qu'il y allait avoir des mises en situation. Après, c'est présenté différemment. Après, c'est pensé différemment. L'un des défis sur le bachelor, c'est qu'ils vont travailler plus en autonomie.
Ça, c'est quelque chose d'important, ce qui donne aussi des enjeux de reconfiguration d'espace, parce que ce qu'évoquait tout à l'heure Sophie. Mais ça se passe plutôt bien, en fait. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'époque précédente. Oui. Voilà. C'est pas comme un enseignant qui a vécu 50 ans de DUT et qui, du jour au lendemain, s'il n'a pas participé à la construction de la réforme, même si cette construction a été un peu raide dans sa temporalité, voilà, il doit, comment dire, déconstruire d'une certaine façon sa pratique pédagogique et s'installer plus comme étant un élément d'un environnement plutôt qu'un élément juxtaposé à un autre environnement. On est vraiment sur un dispositif très systémique finalement, où chaque élément est défini par les autres et inversement, réciproquement, enfin comme vous voulez. Mais donc les étudiants, ils découvrent ça, alors, ce sont des étudiants, ils n'ont pas forcément idée de toutes les dimensions qu'il y a derrière, mais ça se passe bien parce qu'il y avait, voilà, ils n'ont pas vécu la période d'avant, si je peux me permettre. Bah oui, c'est effectivement un point important. De simplifier la situation. Je reboucle quand même sur les fiches RNCP. Je me permets, les fiches RNCP ne sont pas des objets de formation et c'est toute la difficulté. Une fiche RNCP sert à quoi? Elle sert à un employeur de savoir ce que concrètement peut faire un étudiant diplômé de telle ou telle formation. Et l'approche par compétence, c'est une méthode d'ingénierie de formation. On est clairement sur deux postures, deux méthodes différentes. Mais il est vrai que dans certaines fiches RNCP, notamment de diplômes universitaires comme les licences générales, on voit les blocs de compétences transversales, grade licence qu'a voulu mettre en place le ministère. On se dit si c'est véritablement des compétences. En fait, c'est culture numérique, maîtriser une langue. Enfin, il y a un côté, en plus, pour toutes les licences générales. Donc, l'entrée métier est complètement mise à mal. Enfin, voilà, mais bon. On va pas prendre un exemple. Oui. Si je peux me permettre, parce qu'il y a des questions sur le sujet aussi, parce qu'on revient sur les fiches RNCP, il ne faut pas non plus oublier qu'effectivement, c'est un cadre professionnel. On n'est pas limité à ce que décrit les fiches RNCP. On peut très bien avoir dans son diplôme des compétences autour académiques, autour de tout ce qui a été cité. On n'est pas en train d'exclure l'esprit critique, on n'est pas en train d'exclure tout ce qui relève d'une culture citoyenne, etc. C'est juste, voilà, c'est le lien avec le milieu professionnel. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Fabien, peut-être un mot? Oui, je vais renforcer ce qu'a dit Xavier Sens. En fait, si les formateurs sont convaincus, les étudiants ont plus facile à être convaincus. Je crois que c'est l'une des clés de la problématique. Et tout à fait, oui, les étudiants ne comparent pas, ils n'étaient pas l'année d'avant, enfin, sauf quelques redoublants, mais ils ne comparent pas l'année d'avant à l'année que l'on leur propose. Donc, lorsqu'il y a des changements, ce ne sont pas toujours les étudiants qui sont les plus freinants. Par contre, ils ressentent très fortement l'inquiétude des formateurs. En ce qui concerne notre transformation, je crois que l'élément essentiel pour que les étudiants adhèrent, c'est qu'ils sachent bien et qu'ils comprennent bien comment ils vont être évalués. C'est-à-dire à quelles conditions ils vont obtenir le diplôme ou les différents éléments d'évaluation. Ça c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, si les formateurs sont capables de bien leur expliquer comment va se faire l'évaluation et à quelles conditions ils vont pouvoir la réussir, on gagne beaucoup dans leur acceptation de quelque chose de nouveau. Xavier, Merci Fabien. Xavier, vous vouliez… Je ne voulais pas interrompre, hein. C'était juste que… Alors, juste pour compléter mon propos et ce complément est lié à l'intervention de M. Schneider, c'est les étudiants… en revanche, je ne suis pas assuré du fait qu'ils aient compris tous les enjeux qu'il y a derrière. Et on parlait de la réussite étudiante tout à l'heure avec Madame Frangier. Je remercie d'ailleurs d'avoir abordé ce sujet-là. L'approche par compétence, quand elle est mise en place et quand elle n'était pas suffisamment expliquée et on ne prend pas le temps suffisamment d'expliquer, est souvent synonyme effectivement d'un taux de réussite plus faible. Parce que c'est très ambitieux. Au lieu de demander à un étudiant de passer tel enseignement, d'avoir une note, tel enseignement, d'avoir une note, à tel point que souvent nos étudiants, d'une année à l'autre, on se demande s'ils ont de la mémoire, puisque
ils oublient ce qu'ils ont eu en première année. Enfin, tout le monde a vécu ça, d'aller en deuxième année, troisième année, de les voir en soutenance et de se dire, mais pourquoi ils disent ça? Mais on n'a absolument jamais vu ça en cours. C'est plutôt l'inverse, ça nous est toujours tous arrivé. Et là, en fait, ça demande quoi? Ça demande finalement que l'étudiant se repositionne en tant qu'acteur et on lui demande de quoi? De faire les croisements. C'est-à-dire, autant un enseignant, on lui demande de croiser son enseignement avec un autre, avec les autres, l'étudiant va devoir faire de même. Quand il va devoir, en démarche portfolio, démontrer la compétence acquise à travers des traces et d'expliquer pourquoi il a mobilisé tel enseignement plutôt que tel autre, c'est quoi ses choix, qu'est-ce qui a présidé à ses choix, il faut vraiment qu'il soit accompagné pour ça, mais il faut vraiment qu'il prenne la mesure aussi de cette évaluation qui est loin d'être évidente, mais vraiment. Alors, ça se passe très bien. C'est des choses qu'on fait, par exemple, en VAE. Voilà. Mais VAE, c'est souvent des gens qui ont eu des premières expériences professionnelles. Et nous, on se pose beaucoup la question avec des étudiants de 17, 18, 19 ans. Hein, est-ce qu'ils vont être capables de monter sur ce genre de choses? Mais il faut les accompagner. Mais très souvent, effectivement, les premières années, les taux de réussite ne sont pas forcément très, 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 très bons. Et on en avait parlé avec Madame Poumet du LABCET, le laboratoire de recherche de l'Université de Liège. Elle avait eu la même expérience au sein de sa formation. Quand elle est passée en approche par compétences, elle a constaté que les résultats étaient plus faibles qu'avant. Merci Xavier. Sophie Quesnel, une réaction si vous voulez, et puis peut-être alors là, je vais défi un peu comme au début de cette conférence, réponse courte à une question compliquée, puisque a été redemandé où on en était finalement par rapport à l'international, où en sont nos voisins, voire plus loin, en quelques mots. C'est un peu ce que je disais au début. C'est vrai que, alors peut-être par l'anecdote, hein, quand on parle avec notamment nos collègues nord-américains de l'approche par compétence, on a presque l'impression qu'ils ne comprennent pas la question. Au sens, mais y a-t-il une question là-dessus, puisque c'est beaucoup plus intégré. Je ne dis pas que c'est plus facile à mettre en œuvre, mais la question du principe, hein, de l'approche par compétence est peut-être a déjà été résolue. Voilà, on ne se pose plus la question de si on va en approche par compétence. On a effectivement énormément de modèles dans différents pays. La Belgique aussi, un très bon exemple. Hein, pas pour rien que effectivement les IUT ont travaillé avec le LABCET. Donc, on a beaucoup de modèles, d'exemples, d'expérimentations, de recherches qui nous viennent des pays étrangers, qui sont des guides pour nous. Maintenant, j'ai toujours aussi envie de dire, on a des contextes qui sont spécifiques, des cadres nationaux qui sont spécifiques, des étudiants, des profils d'étudiants qui sont très particuliers. Donc, c'est toujours aussi difficile de se caler complètement sur ce qui se passe à l'étranger. Hein. Nous, effectivement, la massification de l'enseignement supérieur, pas d'école vocationnelle de la même façon, donc ça change forcément beaucoup les choses. Moi, je botte un peu en touche. Hein. Un peu, mais bon, c'est votre droit. Alors, je peux pas promettre qu'on a répondu à toutes les questions. Il y en a quand même une qui a aussi attiré mon attention, qu'on n'a pas du tout évoquée. C'est l'impact de toute cette démarche, finalement, sur les systèmes d'information, les logiciels de scolarité, hein, en particulier. La question date un peu, hein, mais Sophie Penn évoquait, disait que c'était un propos c'était suggéré par Xavier. Je ne sais pas si Lynn ou Xavier, vous pouvez nous aider à y voir un peu clair là-dessus. Alors, je vous réponds un peu de manière générale. On sait qu'actuellement, bon, les deux outils qui sont le plus utilisés pour la gestion des cursus étudiants, Apogée et Cocktail, sont aujourd'hui des outils qui datent et ne sont absolument pas configurés pour évaluer les compétences de manière générale. Cela dit, je pense qu'en fonction de l'organisation qui est trouvée dans l'équipe pédagogique, par exemple, lorsqu'on arrive au stade où on a des blocs de compétences qui sont des UE, qui ont elles-mêmes des niveaux avec des enseignements, donc ce qu'a décrit Xavier Sens tout à l'heure, on peut tout à fait traduire cela dans Apogée. Je précise qu'on n'est pas forcément tenu de rentrer des notes. On peut tout à fait avoir aussi des blocs qui sont admis ou non admis. Donc, même si les outils n'ont pas été conçus pour ça, il y a aujourd'hui des possibilités de pouvoir introduire ces éléments. Cela dit, il faut absolument pouvoir travailler notamment sur le prochain outil qu'on nous annonce au niveau national, donc Pégase, sur lequel travaille l'AMU, de manière à ce que ces outils prennent en compte ces éléments. Mais là aussi, l'écueil va être différent selon qu'on soit dans une approche intégrée, où les programmes sont eux-mêmes construits d'emblée par compétences, ou si on est sur des approches matricielles où nous croisons
des maquettes que j'appellerais traditionnelles avec des référentiels de compétences. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons un frein, mais il est dépassable. Enfin, dans mon établissement, on a réussi à le dépasser, mais surtout, il faut se projeter sur les nouveaux outils annoncés. Besoin de faire un ajout là-dessus, Fabien ou Xavier? Oui, enfin, je partage tout à fait cet avis. Ça n'a pas été la principale problématique. On a un petit peu tordu Apogée pour arriver à mettre en place nos systèmes, mais pas tant que cela. Voilà, pas tant que cela. Donc, c'est vraiment pas le problème principal. On arrive au terme de ce webinaire que j'ai un peu prolongé parce qu'on a encore un nombre de participants. On sent bien que les gens ne veulent pas aller déjeuner. Donc, je ne voulais pas surtout frustrer dans les questions. Mais nos 4 intervenants, eux, vont avoir le droit d'aller manger quand même. On les remercie pour leur disponibilité. Allez, un très rapide, je vous mets une fois de plus un petit défi, un très rapide tour de table, peut-être, vu qu'on arrive déjà à la fin de l'année, un vœu sur ce sujet que vous pourriez formuler ou une perspective, une perspective pour les mois à venir qui pourrait changer la donne ou permettre d'avancer. Lynn, vu que vous allez faire de l'évaluation de la vague C, je vous fais carrément commencer. Pour moi, c'est important qu'on ait un triptyque, un cas politique dans un établissement, dans certains cas au niveau national, des équipes d'accompagnement sur le terrain qui peuvent accompagner les équipes pédagogiques selon leur propre rythme et leurs propres objectifs, et puis une démarche d'amélioration continue qui permet notamment une évaluation par les étudiants de ce qui est mis en place, parce que leur retour et leur feedback est souvent un très bon déclencheur de ce cercle vertueux qu'il faudrait mettre en place sur les approches programmes et par compétences. Eh ben, c'est un bon programme. Merci, merci. Fabien, du côté de la Lorraine. Fabien Schneider. Oui, un vœu. Pour le premier vœu, c'est que j'espère qu'on arrivera au bout de l'année et au bout de notre master avec cette approche par compétences et qu'on verra des effets positifs. Il y a toujours un pari à mettre en place ce genre de choses, même si on s'appuie sur une expérience passée. Et puis peut-être un deuxième vœu, c'est d'avoir le temps de pouvoir formaliser l'expérience que l'on a de façon à la rendre transmissible. Il est vrai qu'on est obligé quand même quand on rentre dans ces problématiques-là, de faire un certain nombre de choix qui sont très pragmatiques. Il faut arriver à une solution qui fonctionne déjà. Et ensuite, il faudra pour qu'on puisse prendre le temps de réfléchir à ce que l'on a fait et pouvoir le transmettre dans une approche scientifique et universitaire. Ça aussi, ça donne un bon programme et on sera attentif aux résultats, nous, dans nos différents médias pour pouvoir les retracer. Xavier Sens, pour les IUT. Oui, c'est des vœux assez similaires. Le premier, immédiat, je dirais que la réforme soit terminée d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on respecte le calendrier, que toutes les équipes qui sont en train de rédiger les programmes nationaux sur la 2e, 3e année révision soient terminées. Et puis, sur un moyen terme ou plus long terme, c'est que l'ambition qui est adossée à cette réforme trouve sa pleine réalité et qu'il y ait une dynamique qui s'installe et que cette dynamique aussi bénéficie aux autres composantes de l'université. Je pense que c'est extrêmement important aussi que cette expérimentation, on va dire, bénéficie à d'autres et ne soit pas strictement limitée au périmètre des IUT ou au périmètre deux composantes qui seraient plus professionnalisantes que les autres. Voilà. Et après, qu'on travaille collectivement ensemble parce que je pense que ça ne peut qu'être positif pour l'étudiant, en fait. Eh bien, merci pour cela, Xavier. Et vous avez contribué à élargir le sujet justement au-delà des IUT en participant à ce webinaire et on vous en remercie. Sophie, vous avez démarré, alors je vous laisse conclure. Oh là là, zut. Eh bien, moi, je ferais bien le vœu que l'approche par compétence ne soit plus une question, ni un objectif formel et parfois encore artificiel, mais que ça rentre vraiment dans notre fonctionnement naturel, que ce soit pour construire des formations et pour enseigner, développer les compétences des étudiants et penser leur réussite. Alors, et sans faire du blabla, je pense que vraiment, je vous assure, et je vais reprendre ma posture d'enseignante-chercheur dans un IUT, eh bien, quand on a fait ce pas-là, la compétence facilite beaucoup de choses. L'évaluation continue intégrale, penser l'évaluation, où est-ce que je vais, finalement, ça devient un guide et un moteur très efficace. Mais on n'en est pas encore là et j'espère qu'on y arrivera très vite sur le temps long qui est nécessaire quand même à le faire.
Merci. Eh bien, merci Sophie. Alors du blabla, aucun de vous quatre n'en a fait. Vraiment, merci, merci beaucoup pour vos réponses très directes. Merci au réseau des INSPE, à Anne-Lise Roturo et à Mario Cotron, avec qui on prépare toujours en amont ces webinaires, avec qui on essaye d'imaginer les plateaux et qui ont toujours plein d'idées et plein de personnalités vraiment très éclairantes à inviter pour l'animateur. C'est toujours un plaisir et un vrai intérêt. Vous retrouverez le compte-rendu, le replay de cette session sur Campus Matin, qui est le site ouvert de Newstank, donc sans abonnement, hein, une simple newsletter hebdo. Vous aurez tout ça. Je vais demander à mes intervenants dès la fin de ce webinaire de me renvoyer des liens et des ressources qui leur sembleraient pertinentes pour qu'on puisse vous les adresser à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous sans doute en 2022 maintenant pour de prochains webinaires Campus Matin et Newstank. Merci beaucoup à tous. Je mets fin à ce webinaire et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.